Salut, nous sommes le jeudi 27 avril, bienvenue sur Mediapart. À Mayotte, le gouvernement français veut déloger les migrants comoriens, tension maximale dans l'île. On sera en duplex avec notre journaliste sur place, Nesma Brahim, et avec le chercheur Damien Riccio. Mais d'abord, avec Antione Rouget, de nouvelles révélations dans le feuilleton stéphanois du chantage à la sextape, un mauvais feuilleton. Vous regardez à l'air libre l'émission de Mediapart. C'est un feuilleton, un mauvais feuilleton qui n'en finit pas sur fond de chantage politique à la sextape impliquant directement le maire de Saint-Étienne, l'ex-LR Gaël Perdriau. Salut Antione. Salut. Antione Rouget du pôle enquête de Mediapart depuis le mois d'août. Ça fait plusieurs mois, tu documentes cette affaire. Avant de parler de tes nouvelles révélations qu'on peut lire en ce moment même sur Mediapart, on va faire, si tu veux bien, un rapide résumé de ce que tu as révélé l'été dernier, cette vaste opération de chantage politique dans une des plus grandes villes de France. Oui, alors c'est un piège qui a été tendu à partir de 2015. En tout cas, il a été opéré à partir de 2015, mais il a été réfléchi au moment des élections municipales de 2014 et qui visait, pour résumer, à contraindre le premier adjoint de la ville, un centriste du MoDem, qui s'appelle Gilles Artigue, et qui avait été contraint de rallier le maire élu en 2014, donc Gaël Perdriau, qui était à l'époque UMP et puis LR. Donc ce sont deux alliés politiques au sein de la même majorité, mais ce sont aussi deux rivaux. Et Gaël Perdriau a toujours craint que Gilles Artigue s'émancipe et puisse éventuellement se présenter contre lui, notamment aux élections municipales suivantes. Et donc, à partir de 2014 et en 2015, un piège a été réalisé contre Gilles Artigue. Et l'objet de ce piège, c'était de le filmer alors qu'il n'était pas au courant, donc à son insu, dans une chambre d'hôtel à Paris avec un escort boy, alors que Gilles Artigue est père de famille, hétérosexuel revendiqué et catholique conservateur. Ce chantage, Antione, on va peut-être regarder ces acteurs, ces auteurs présumés. On les voit ici. On va commencer par le maire, Gaël Perdriau. C'est celui qu'on voit à gauche là-haut. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Alors Gaël Perdriau, c'est donc le maire de Saint-Étienne depuis 2014, le président de la métropole, et c'est quelqu'un qui en 2022 avait des ambitions gouvernementales. Il pensait, et notamment son entourage, préparer une arrivée au sein d'un possible gouvernement d'Emmanuel Macron après la présidentielle. Donc il faisait partie des LR qui voulaient rallier Emmanuel Macron, un jeune élu assez ambitieux qui commençait à prendre de la place sur la scène nationale et qui, depuis nos révélations en août 2022, a beaucoup varié dans son système de défense. D'abord, il a expliqué publiquement qu'il n'était absolument au courant de rien, et au gré de nos révélations, de différents, notamment enregistrements, de réunions, etc., il a été obligé de reconnaître un certain nombre de faits. Et parmi les faits que nous avons pu établir, c'est que Gaël Perdriau était à minima au courant de la vidéo et qu'il l'a utilisé contre son premier adjoint pour le menacer. Il y a aussi son directeur de cabinet, donc le directeur de cabinet du maire, Pierre Gauthieri. On va voir une photo. Donc lui, c'est son fidèle bras droit, il est plus âgé que lui et c'est quelqu'un qui se vit un petit peu comme un Machiavel des temps modernes, un homme de l'ombre qui passe son temps à élaborer des coups de billard à 17 bandes, etc. Et c'est donc lui, il est clairement un acteur aussi important du dossier. Dans des enregistrements, on l'entend également menacer en des termes extrêmement explicites Gilles Artigue de divulguer la vidéo s'il ne se conforme pas finalement au schéma élaboré par le maire de Saint-Étienne, et il a été mis en examen comme Gaël Perdriau d'ailleurs pour chantage dans cette affaire. Et il a quitté son poste. Il a été contraint de quitter la mairie, mais licencié non pas pour faute grave, mais pour perte de confiance par Gaël Perdriau, ce qui lui permet de toucher environ 40 000 € d'indemnité, donc d'argent public. D'accord. Rapidement, deux autres personnages. Samy Cafi-Jérôme, lui, c'est l'homme qui a organisé le piège. Donc c'est l'adjoint à l'éducation de la mairie de Saint-Étienne, qui a été lui aussi contraint de partir à la suite de nos révélations. Il a démissionné. C'est à la fois un proche de Gilles Artigue en 2014-2015 et aussi un proche de Gaël Perdriau, quelqu'un de très ambitieux, beaucoup plus jeune que Gilles Artigue et qui était membre du même parti. Et c'est lui qui l'a invité
à Paris, qu'il a invité dans la chambre d'hôtel et qui a fait venir l'escorte et qui a caché et dissimulé une caméra dans la chambre d'hôtel. Et puis un dernier homme, Gilles Rossary, l'anglais. Donc c'est le compagnon de l'époque de Samy Kefi-Jérôme. C'est un acteur beaucoup moins connu parce qu'il n'a pas de mandat public, mais c'est un acteur clé de cette affaire, notamment parce qu'il a supervisé les opérations en 2014-2015, mais surtout parce qu'à partir de 2022, il a décidé de raconter publiquement les choses parce qu'il a été lâché par les trois autres, et notamment au moment où il réclamait un poste à la mairie de Saint-Étienne. Il a considéré que les propositions qui lui étaient faites n'étaient pas suffisantes, et donc à ce moment-là, il a décidé de raconter en détail ce qui s'était passé. Alors, on va voir la violence de tout ça. Cette enquête, elle s'appuie sur de nombreux enregistrements, tu l'as dit, qu'on a déjà diffusés sur Mediapart. On entend clairement les proches du maire, et parfois le maire, exercer ce chantage sur Gilles Artigue. Par exemple, 27 novembre 2017, dans le bureau même de Gaël Perdriau, le maire, en sa présence. Il y a aussi son directeur de cabinet, Pierre Gauthieri. Gilles Artigue est indigné, puis arrivent les menaces. Vous trouvez que c'est normal de filmer les gens comme ça, pour s'en servir pour... En revanche, on m'a fait parvenir un film très édifiant qui dure pas Oui, c'est ça. Et ce film, oui, ben justement, utilisez-le, ce film. Et Gilles, je vous l'ai déjà dit. Alors là, si le fait que j'aille en tôle vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille médaille sur le retour, j'en ai pas du tout envie. Eh bien, vous allez en tôle. J'ai dit respectez-moi. Respectez-moi. Si je vais poser mon dossier au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça, quoi? Si vous faites ça, l'ensemble des parents des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense que vos enfants s'en remettront pas. 5 ans plus tard, en 2022, Gaël Perdriau déclare que si les images de la vidéo venaient à sortir, cela détruirait Gilles Artigue. La première victime, ce sera lui, parce que, quelque part, sauf que, une fois que les choses sont sur la table, il est mort. Même s'il y est pour rien, il est mort. Antoine, malgré ses dénégations, tu l'as dit, insistantes et permanentes, Gaël Perdriau savait. Oui, il savait, il a menti en fait à plusieurs reprises, et depuis août 2022, en fait, il n'a eu de cesse que d'adapter son discours au fait que nous révélions. Il courait après les faits. Donc si on reprend l'ensemble de ses déclarations, en fait, c'est un mouvement permanent vers la vérité finalement, parce qu'à chaque nouvel enregistrement, d'abord prouvant que oui, il était au courant que la vidéo, oui, il l'a utilisée contre son adjoint, oui, il a menacé son premier adjoint. Et donc à chaque fois, il a été contraint un petit peu d'admettre les choses, mais il reste droit dans ses bottes. En fonction à la mairie, l'ensemble des autres protagonistes ont été démis de leurs fonctions, licenciés, etc. Et lui, il continue à tenir la ville, pensant que sa position, malgré sa mise en examen, est tenable. Alors, à la suite de tes révélations, une enquête judiciaire a été ouverte, le maire a été mis en examen, et comme tu le révèles en ce moment même sur Mediapart, l'enquête, elle a apporté de nouveaux éléments. Le premier, notamment, une nouvelle vidéo qui apporte de nouvelles preuves. Oui, c'est une très grosse surprise pour nous, parce que déjà, le dossier était déjà très, très avancé. Des enregistrements, c'est quand même assez exceptionnel dans une affaire comme ça, qu'on ne soit pas justement sur du parole contre parole, mais il y a des vidéos, des enregistrements, donc les choses étaient déjà très consolidées. Et là, on s'est rendu compte que dans l'enquête judiciaire, les policiers en perquisition ont en plus trouvé de nouvelles choses, notamment une vidéo assez spectaculaire, accablante, tournée en septembre 2016, donc 18 mois après le chantage, après la sextape dans la chambre d'hôtel. Samy Kefi-Jérôme, donc la personne qui a filmé à son insu Gilles Artigue, le convoque et lui raconte en détail ce qu'il a fait, le fait qu'il l'a piégé, il lui montre la vidéo, etc. Et donc il a lui-même filmé finalement le début de l'opération de chantage et le caractère politique. Il lui dit, à partir de maintenant, ça s'appelle une laisse, une assurance vie politique, et donc maintenant tu vas te conformer exactement à ce dont j'ai envie et à ma propre ambition politique. Donc aux prochaines élections, tu ne te présenteras pas, etc. C'est vraiment une liste de courses. Et donc cette vidéo a été retrouvée par les policiers en perquisition. Le deuxième élément, publié ce matin, je crois, c'est de nouvelles révélations sur d'étranges circuits financiers en lien avec cette affaire. En fait, c'est le volet du financement de l'opération. Ce qui explique depuis le début Gilles Rossary l'anglais, c'est qu'il ne l'a pas fait simplement pour faire plaisir à Gaël Perdriau et Pierre Gauthieri, donc son directeur de cabinet, mais qu'il a monté et organisé cette opération avec son conjoint de l'époque, en échange d'un financement d'argent sonnant et trébuchant. Et il avait raconté que
donc cet argent avait été versé au moyen de subventions municipales. La police et les juges d'instruction chargés de ce dossier ont travaillé sur cette piste et ont effectivement pu remonter la piste et les circuits financiers de 2 subventions qui ont été versées en 2014, fin 2014 et à l'été 2015 de 20 000 € chacune à 2 associations qui étaient totalement inconnues des fonctionnaires et des élus de la ville, pour des missions très très opaques, pour des montants complètement anormaux, en passant par des circuits de décision totalement inhabituels. Et cet argent, après avoir été reversé, distribué par forme de subvention aux associations, a été entièrement reversé donc au couple Rosary Langlais, Kéfi Jérôme. Comme finalement on l'avait assez tôt, tu l'avais assez tôt écrit dans Mediapart. Il y a 2 autres volets qui vont suivre dans les prochaines heures sur Mediapart. De quoi sera-t-il question ? L'idée pour nous, c'est vraiment là on a assumé le côté feuilleton parce que ça déborde et il y a beaucoup d'axes dans cette enquête, et pour nous c'est important de la déplier parce que c'est bien au-delà en fait de Saint-Étienne, de sa métropole. Il y a 400 000 habitants, mais en fait c'est aussi un sujet sur des mœurs politiques qui devrait interroger nationalement. Le prochain volet, donc demain vendredi, c'est vraiment sur la dimension homophobe de cette affaire. Peut-être qu'on n'insiste pas assez d'ailleurs là-dessus. Il y a dans les enregistrements qu'on a déjà révélés, il y a évidemment l'homophobie de cette affaire transparaît. Mais là, en plus, on révèle demain donc l'audition de l'escorte qui a été filmée aussi à son insu et qui est une autre victime en fait de cette affaire dont on ne parle jamais parce qu'il n'est pas stéphanois, il n'est pas dans le marigot, il n'est pas impliqué politiquement, il ne veut pas apparaître publiquement, mais il a été auditionné, il est évidemment victime de cette affaire aussi. Il explique qu'en tant que travailleur du sexe, lui, il s'attendait à pouvoir être menacé, agressé, etc., mais jamais à être utilisé comme objet de chantage contre une autre personne. Donc il est extrêmement blessé parce qu'il a appris 8 ans plus tard. Et on révèle aussi des écoutes téléphoniques de l'entourage de Gaël Perdriau et de son directeur de cabinet qui sont absolument stupéfaits par le niveau d'homophobie qu'il y a au milieu de cette affaire. D'accord. Donc de l'homophobie exprimée par certains des acteurs de cette affaire, c'est ça ? Oui, et puis que contestent et déplorent leur entourage proche, leurs amis, voilà. Et donc ça, c'est le deuxième volet. On verra ça demain. Voilà. Et donc un autre volet. Samedi, c'est la fin de cette série des découvertes de l'enquête judiciaire qui montre aussi à quel point les méthodes du binôme Gaël Perdriau, Pierre Gauthieri en fait ont été bien au-delà du cas du Gilles Artigue, mais aussi on rejaillit sur toute une mairie, toute une ville et une administration, parce qu'il y a plus de 3000 fonctionnaires à la mairie de Saint-Étienne, et évidemment il y a des gens aussi qui souffrent de ces méthodes de management bien au-delà du chantage à la sextape. Merci beaucoup Antione. Pour lire tes enquêtes, donc il faut être abonné à Mediapart, donc si vous le pouvez, abonnez-vous. On part à Mayotte. Mayotte, c'est une île de l'océan Indien à 8000 km de Paris. 300 000 habitants, 20 fois plus petite que la Corse. Longtemps, ce fut une colonie française. Mayotte est devenue le 101e département français en 2011, le plus pauvre de France, avec des flux migratoires importants depuis l'archipel voisin des Comores. Et à Mayotte, le gouvernement français vient d'annoncer une opération de destruction de bidonvilles qui accueillent des migrants. Une opération nommée Wambouchou, reprise en mahorais, qui vise aussi à expulser les Comoriens sans papier. Opération annoncée en fanfare, mais que la justice a pour l'instant stoppée. Sur l'île, la tension est maximale. On va essayer de comprendre les enjeux avec vous, Damien Riccio. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous avez soutenu l'an dernier, c'est très récent, une thèse de sciences politiques sur les travailleurs migrants à Mayotte. C'est pile le sujet, évidemment, de ce dont on va parler. Damien Riccio, Mayotte est partout dans les médias ces jours-ci. Parfois, on ne voit pas du tout, on ne parle pas du tout de Mayotte, et là, c'est partout. Vous qui connaissez cette île, vous y avez travaillé, et les enjeux migratoires qui la concernent, comment vous résumeriez rapidement ce à quoi on est en train d'assister à Mayotte ? On est en train d'assister, je pense, à une nouvelle itération finalement du problème mahorais, en tout cas de la question mahoraise, qui est réduit strictement à la relation entre insécurité et immigration. Et donc on est en train de mettre en lumière, de parler d'un dispositif policier, comme vous l'avez dit, et en attendant, on n'a toujours pas parlé du reste, en fait. On n'a toujours pas parlé de l'ensemble des variables, l'ensemble des contraintes qui pèsent en fait sur Mayotte et qui ne sont pas directement corrélées à la question de la clandestinité ou même des étrangers. Mais
comme souvent, quand on parle de Mayotte, en fait, en France métropolitaine, on prend toujours ce prisme-là, cet angle-là de insécurité et immigration. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, il les défend clairement et mène cette opération. On l'écoute. Nous allons détruire, sur décision de justice, ces bidonvilles et reloger les gens. La République, aujourd'hui, elle détruit des bidonvilles, elle reloge les gens dans des vrais logements. Renvoyer notamment aux Comores ceux qui sont en situation irrégulière. Les personnes qui sont en situation irrégulière à Mayotte, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, ils méritent de retourner dans leur pays. Damien Riccio, ces opérations qu'on appelle des opérations de décasage, pour ce qui concerne les bidonvilles, dont parle aussi Gérald Darmanin, elles sont absolument pas nouvelles à Mayotte. Oui, effectivement, on en parle. En fait, il y a à Mayotte et aux Comores de manière générale des logiques du bannissement, c'est-à-dire, en gros, l'idée c'est de s'organiser localement pour faire en sorte qu'une population soit renvoyée chez elle, donc dans l'île d'à côté. C'est des pratiques qu'on peut observer depuis la fin des années 60, début 70, pas sous cette forme-là, bien sûr. Et depuis la départementalisation en 2011, ce qu'on appelle décasage, en fait, c'est effectivement des mobilisations villageoises qui vont détruire des habitations dans lesquelles vivent a priori des personnes étrangères, qui sont d'ailleurs pas forcément des personnes en situation irrégulière. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant sur le plan sémantique, c'est qu'on parle d'opération de décasage. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transformation entre ce qui est une pratique locale villageoise en l'institutionnalisation finalement par un dispositif policier de ces pratiques qui sont en plus jugées illégales. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Et puis quand M. Darmanin dit qu'on va reloger les gens, concrètement aujourd'hui Mayotte, les populations qui vivent dans des bidonvilles à Mayotte, ça représente des dizaines de milliers de personnes. On ne va pas reloger, c'est pas vrai. Enfin, quand M. Darmanin dit qu'on va reloger tous ces gens, c'est complètement irréaliste. Voilà. Ensuite, ce qui semble dire, c'est qu'il y a beaucoup, finalement ce sera peut-être possible parce qu'il semble dire qu'il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont clandestins. C'est ça qui semble établir le lien. Ça, c'est une idée qu'il faut déconstruire. Mayotte, 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. D'accord ? Donc, parmi les gens qui vivent dans les bidonvilles, il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière. Il y a des étrangers, c'est vrai, qui sont en situation régulière, mais il y a aussi des Mahorais. Et voilà, donc c'est pour ça que la rhétorique qui consiste à croire qu'effectivement on va appliquer en fait une méthode héritée de le droit au logement, etc., en virant des gens de chez eux et en les relogeant, c'est complètement irréaliste. On va retrouver sur place Nejma Brahim, salut, t'es envoyé spécial de Mediapart à Mayotte. Comment ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Et vous ? Ça va très bien. Où es-tu en ce moment et surtout, que se passe-t-il en ce moment ? Que s'est-il passé ces dernières heures à Mayotte ? Alors là, je suis à Passamenti, donc un quartier qui se situe dans la banlieue sud de Mamoudzou. Et aujourd'hui, alors ça a été une journée assez chargée puisque aux aurores, il y a eu une première démolition, la toute première, dans la commune de Longoni, donc au nord de Mayotte, de Grande-Terre en tout cas. Où en réalité le préfet, je pense, a voulu se rattraper par rapport à la décision de justice visant à suspendre la première démolition qui devait avoir lieu mardi matin. Donc finalement, elle a été annulée par la justice. Et je pense que le préfet a souhaité se rattraper absolument aujourd'hui en démolissant donc ce quartier à Longoni, une partie du quartier. Et il faut bien préciser que c'était des habitations qui étaient vides. Les habitants étaient déjà partis depuis un moment. D'après mes infos, il y avait encore du bétail, des élevages sur place, mais il se peut que les habitants soient venus les récupérer avant la démolition. Et d'ailleurs, il a très vite ensuite réagi pour faire une conférence de presse pour l'annoncer. Et ensuite, dans le même temps, dans la matinée, il y a eu une manifestation organisée au stade de Chirongui, donc un peu plus au sud de l'île, des collectifs des citoyens de Mayotte qui visaient à soutenir finalement l'opération Wambouchou, puisqu'ils considèrent que la justice est venue casser l'élan de cette opération qu'ils soutiennent. Nejma, dans quel cadre s'est faite cette opération de ce matin, puisqu'on a vu qu'en effet la justice a arrêté l'opération il y a 2 jours? Ouais, en fait c'est une commune et un quartier en tout cas pour lequel il y avait un arrêté, comme pour celui qui était concerné par la démolition prévue mardi. Donc il y avait un arrêté. Effectivement, ça n'a pas fait autant de bruit, je pense, parce que les habitations étaient déjà vides depuis un moment. Et c'était la différence aussi se jouait sur le type de construction, puisque c'était des maisons en dur, contrairement aux maisons du bidonville de Talus 2 à Magicavo, qui elles étaient faites donc en tôle. Là, c'était des constructions en dur, mais elles étaient déjà vides, donc
Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas fait autant de bruit. Alors en prévision de cette opération, ces derniers jours, toi tu as rencontré des gens qui ont détruit eux-mêmes leur maison pour ne pas qu'elle soit détruite finalement par l'État. Et tu as rencontré notamment Faïka, une habitante d'un bidonville, elle témoigne. Tout ça là, ça va partir? Oui, toutes les maisons qui sont en bas là, tout ça là, ça va partir. Donc tout ça, ça a été vidé ce matin? Oui. Rien qui est resté. Il ne reste plus rien? Oui. En fait, aujourd'hui, toutes mes voisines ont démoli. Ils ont commencé tous à démolir les maisons pour quitter le lieu. Ils vous avaient demandé de quitter les lieux avant le 15, c'est ça? Oui, ouais. D'ici le 15, on devrait... Après le 15, on ne doit plus être sur le lieu. Et Nejma, tu as aussi rencontré une habitante comorienne de Mayotte qui se cache en ce moment par peur d'être arrêtée. On a mis des numéros sur ma cabane. On m'a dit qu'on va nous expulser dans nos maisons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez eu peur et vous vous êtes enfui? Moi, j'ai peur. J'ai trop peur parce que j'ai pas de papiers. Mon mari n'a pas de papiers. Et j'ai trop peur pour que la police m'expulse avec mes enfants. Parce que s'ils m'expulsent avec mes enfants à l'école, donc c'est l'avenir de mes enfants qui sont apeurés. Mais vous vous sentez mahoraise, vous vous sentez chez vous ici? Oui, je me sentais très bien ici parce que j'ai scolarisé mes enfants. J'ai réussi à élever mes enfants quand même normalement. Pas très riche, mais ça va. Et aujourd'hui, vous vivez dans la peur? Vous avez peur d'être contrôlé, d'être expulsé? Oh oui, j'ai trop peur d'être expulsé. C'est pour ça que j'ai quitté un instant pour la maison. Vous avez quitté votre maison? Oui, pour me cacher un peu. Vous vous êtes caché? Oui. Là, actuellement, vous vivez caché? Oui. Comment vous voyez votre avenir à Mayotte? Ça sera très meilleur s'ils me donnent des papiers, rester pour éduquer mes enfants, devenir quelqu'un de très bien. Comment vous allez? Bien? Des gens meilleurs. Et vous me disiez tout à l'heure, ça serait compliqué pour vous de retourner à Anjouan? Parce que c'est très compliqué, parce que mes enfants n'ont jamais allé là-bas. Là-bas, il n'y a pas de... La scolarisation, je pense que c'est un peu mal. Et même pour vous, ça fait longtemps en fait que vous n'y avez pas été? Ça fait longtemps que je n'ai pas retourné là-bas. Et quand je vivais là-bas avec les enfants, donc c'est la pire. On l'entend, Nejma, c'est un climat de peur que ces femmes racontent. Oui, c'est à la fois un climat de peur parce que effectivement, il suffit de se balader dans ces quartiers informels, dans ces bidonvilles, pour voir à quel point les gens sont terrorisés à l'idée d'être expulsés, terrorisés à l'idée de voir leur maison détruite, une maison parfois dans laquelle ils ont vécu finalement une bonne partie de leur vie, dans laquelle leurs enfants sont nés, ont grandi. Donc c'est vraiment pas simple. Vous voyez cette dame Yusha. Elle se cache parce qu'elle est en situation dite irrégulière, mais en réalité, elle a eu pendant de nombreuses années un titre de séjour et c'est à la suite d'une rupture de titre de séjour qu'elle s'est retrouvée en situation irrégulière et bloquée au niveau de la préfecture pour pouvoir le renouveler. Donc en fait, elle pourrait peut-être prétendre à un titre aujourd'hui, mais elle se retrouve en situation irrégulière et contrainte de se cacher par peur d'être expulsée, notamment là dans ce contexte de l'opération Wambushu. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure l'anthropologue qui est en plateau avec vous. Effectivement, il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière, il y a des personnes avec des titres de séjour, il y a même des personnes françaises, avec une carte de nationalité française, il y a des Mahorais, des Mahoraises. Donc en fait, on a vraiment une pluralité de profils, de statuts dans ces bidonvilles qu'il faut prendre en compte parce que ça peut aussi mener à séparer des familles. Quand on a par exemple des enfants qui sont français et des parents ou l'un des deux parents qui n'est pas en situation régulière, en fait, ça pourrait très bien mener à l'expulsion de l'un de ces membres de cette famille et donc à séparer des proches, ce qui est tout à fait inhumain. Et un climat de peur et un climat de tension parce que la présence policière aujourd'hui à Mayotte est très forte. Il suffit de prendre une voiture ou un mototaxi pour s'en rendre compte. Et effectivement, ça attise finalement les tensions qu'il peut déjà y avoir en temps normal avec
notamment les jeunes de ces quartiers, qui eux le disent clairement finalement. Ils ne veulent pas qu'on vienne détruire leur maison, qu'on vienne chasser leurs parents de leur maison. Et donc, effectivement, ça vient encore attiser davantage la tension qu'on peut y trouver. Damien Ricciot, je vous voyais réagir à la fois sur les images et ce que disait Nejma. Oui. Ben, y a quand même quelque chose dont on parle assez peu, finalement, c'est l'économie de la clandestinité. Enfin, ces gens ont installé effectivement des cabanes en tôle, mais pas nulle part. Ils ont installé des cabanes en tôle sur des terrains. Et donc, ils donnent un loyer. Il y a quand même un loyer qui est reversé, en fait. Et je m'étonne quand même beaucoup, si vous voulez, à chaque fois, du fait qu'on focalise énormément sur le mode d'habitat lui-même, son caractère dangereux, etc., le caractère irrégulier et illégal des personnes qui l'habitent. Mais on pose assez peu la question, finalement, des propriétaires. Qui sont les propriétaires ? Les propriétaires sont des propriétaires terriens. Donc mahorais, bien sûr, de nationalité française, qui permettent d'accéder à ces ressources, que sont la terre, que sont l'eau, l'électricité. Voilà. Aujourd'hui, des quartiers de bidonville, tels qu'ils sont organisés à Mayotte, ça implique nécessairement l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau. Généralement, c'est d'ailleurs l'accès à l'eau agricole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on parle donc effectivement de cette population-là, mais on ne parle pas effectivement de qui est un acteur également responsable de la situation. Et les propriétaires sont partie prenante de ces activités. Les migrants de Mayotte sur lesquels vous avez travaillé pendant des années, c'était l'objet de votre thèse. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Et quel est leur rôle dans la société mahoraise ? Aujourd'hui, pour schématiser, il y a deux pans entiers de l'économie mahoraise qui sont quasi exclusivement supportés par les populations étrangères, pas nécessairement clandestines d'ailleurs. C'est le domaine de la construction, le BTP, et le domaine de la production agricole. La quasi-totalité des personnes avec qui j'ai travaillé travaillaient eux-mêmes, étaient embauchés soit dans l'un, soit dans l'autre de ces domaines. Et on peut rajouter à ça des personnes qui sont salariées dans des petites boutiques, par exemple, etc. etc. Bon. Je crois que ce qu'il faut mettre en perspective, en fait, c'est le rôle, ou en tout cas la fonction, ou l'effet d'un dispositif policier qui viserait à faire disparaître littéralement ces populations de l'île, pour les renvoyer chez elles. En tout cas, c'est le discours politique tel qu'on l'entend. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais si M. Darmanin avait une baguette magique, s'il était capable de faire, effectivement, de transférer toutes ces populations de Mayotte vers les îles d'où elles viennent, le premier effet que ça aurait très probablement sur Mayotte demain, c'est un effondrement de l'économie. Voilà. Il faut dire les choses très, très clairement. Pour vous donner un ordre d'idée, avec la départementalisation, donc Mayotte est un département français, s'applique des normes, notamment en matière de construction. Donc, ces normes ont impliqué une augmentation du coût, du prix, par exemple, d'une maison. Pour Mayotte, par exemple, le prix moyen pour une maison qui a une emprise au sol de 150 mètres carrés, si vous faites ça 100% légal, ça coûte 300 000 €. Vous faites ça avec une équipe de maçons clandestins, ça coûte entre 30 et 40 000 €. Voilà. Et cette dimension-là, elle est complètement occultée, finalement, de l'opération qui est menée par M. Darmanin en ce moment. Surtout que, on est bien d'accord, Mahorais et Comoriens, on parle en grande partie du même peuple, en réalité, au-delà des questions de statut et de nationalité. Oui, bien sûr. Enfin, ce qui est toujours étrange quand on parle de Mayotte, c'est qu'on focalise sur Mayotte. Alors que l'échelle qu'on devrait prendre pour comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement, c'est l'archipel des Comores, dans son ensemble. On a affaire effectivement à 4 îles principales. Puisque Mayotte est devenue indépendante. Tout à fait, en 1976. Mais appartenait à cet archipel des Comores. Oui, tout à fait. Il y a eu un vote pour l'autodétermination en 1974 et 3 îles sur 4 ont voté en tout cas à la quasi-unanimité leur propre indépendance, et l'une de ces îles, Mayotte, a choisi de rester française, à 63%. Donc depuis, on a fabriqué une frontière qui était d'abord administrative au sein d'un archipel, puis en 93, on a commencé à empêcher les gens de circuler avec le visa Belladur, etc., etc. Mais effectivement, le propre d'une société archipélagique, c'est que d'une part, elle est multiple, mais cette multiplicité n'implique pas qu'on doive les saucissonner en petits morceaux, et d'autre part, elle circule. Elle ne migre pas, elle circule. C'est quand même une rhétorique qui est différente, qui n'est pas entendue dans... Mais la réalité, c'est qu'il y a un mur, c'est qu'il y a une frontière, c'est-à-dire que en fait, la route entre Anjouan et Mayotte, c'est aussi une route où, depuis des années, probablement des milliers et des milliers de gens qui faisaient la route sont morts. Oui.
Je suis totalement incapable de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de personnes qui sont décédées en mer. Mais parce qu'ils viennent, en fait, pour resituer, les Comores, c'est 8 fois moins riche que Mayotte, qui lui-même est le département français le plus pauvre. Et du coup, il y a des mouvements pour finalement un meilleur futur, d'une certaine façon. La principale île dont provient le flux migratoire, c'est Anjouan, qui est à 70 km de Mayotte. Anjouan est probablement l'île sur laquelle la situation sociale et économique est la plus difficile de l'archipel. Et donc non, justement, il n'y a pas un mur. Il y a un océan. Sur un océan, on circule. On ne s'arrête pas devant un mur. Mais il y a des frontières, en tout cas. Mais il y a une frontière qui est administrative. Il y a un dispositif technologique de radar, etc., qui a été amplifié ces dernières années, bien sûr, mais c'est l'océan. On circule sur l'océan. Damien Ricciu, la question migratoire à Mayotte, elle sature le débat public depuis probablement 2 décennies au moins, peut-être même plus, vous allez me dire, mais le lien qui est souvent fait, en gros, c'est ce qu'on entend beaucoup ici dans nos différents médias par les politiques, mais qui est fait aussi par, si on en croit une bonne partie de l'opinion mahoraise, c'est le lien entre immigration et délinquance. Vous qui avez travaillé sur l'immigration, justement, est-ce que ce lien, il est établi, est-ce qu'il est réel? Non, il n'est pas établi, ne serait-ce que statistiquement. Quand on compare en fait la population carcérale, qui est à Majicave, où c'est la prison de Mayotte, quand on s'intéresse à la population qui est délinquante à Mayotte, on se rend compte que la proportion de personnes étrangères dans cette population est la même que dans la population totale. Donc ça veut dire que le fait d'être étranger n'implique pas d'être plus délinquant ou moins délinquant, en fait, que d'être français. Le type de délinquance et le type de violence qu'on voit à Mayotte, c'est une délinquance et une violence qui est celle d'une population dont l'âge médian est à 18 ans, dont les 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et donc c'est une délinquance de prédation. Et en fait, cette violence, cette délinquance s'explique par la pauvreté de la population, pas par son caractère étranger. Nejma, qu'est-ce que tu entends, toi, sur place ces jours-ci, justement quel est le climat, justement, avant cette opération, autour de ces questions-là? Alors, c'est très tendu. En réalité, on sent que c'est clivé. Il y a les personnes qui sont pour l'opération Wuambushu et il y a celles qui sont contre l'opération Wuambushu. C'est très clivé. Le dialogue entre ces deux groupes, si je puis dire, est extrêmement compliqué, voire impossible, puisque les Mahorais qui soutiennent actuellement l'opération considèrent que les autres sont contre, finalement, la Mayotte française, contre son statut de département, et donc pour l'immigration, et donc, puisqu'ils font le lien direct avec la délinquance, pour la délinquance. En tout cas, pas contre l'arrêt de toute forme de délinquance. Ce qu'il faut souligner, et ça revient beaucoup dans la bouche des acteurs et des actrices de terrain qui sont ici à l'année, c'est que ces expulsions qu'aujourd'hui Gérald Darmanin met sur le devant de la scène comme étant une action coup de poing, elles ont lieu chaque jour tout au long de l'année. Il faut savoir qu'entre 70 et 80 personnes sont chaque jour, je dis bien chaque jour, expulsés vers les Comores en temps normal. Aujourd'hui, ce que veut faire Gérald Darmanin, c'est accentuer encore ce chiffre, procéder à des expulsions massives, mais effectivement, ce ne sera pas aussi simple qu'il le dit. On le voit aujourd'hui, les Comores ont fermé leurs ports. Bon, là, aujourd'hui, ils ont annoncé la réouverture de ces ports, mais il faut savoir que là, ces derniers jours, il y a un bateau avec des personnes en situation irrégulière qui devaient être renvoyées vers les Comores, qui a été tout simplement bloqué en mer, qui visiblement n'a même pas pu dépasser les eaux territoriales françaises et a dû rebrousser chemin pour revenir. Et les personnes qui étaient à bord de ce bateau ont été réenfermées en CRA. Donc elles étaient parties du CRA pour leur expulsion. Elles sont revenues au CRA. Le JLD, donc le juge des libertés de la détention, a ordonné leur libération. Ils sont restés encore quelques heures au CRA avant d'être officiellement libérés. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que c'est pas si simple et que je suis pas sûre qu'il arrive à mener cette opération dans les délais qu'il s'était fixés, à savoir environ 2 mois, jusqu'à fin juin. Je pense que ça va s'installer dans la durée et on verra si effectivement du côté des Comores,
ils permettront de mener cette opération à bien ou non. Les CRA, ce sont des centres de rétention administrative. Est-ce qu'on sait, Nejma, si cette opération, du coup, elle va être lancée? Tu as l'air de... Je ne sais pas si tu en doutes, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a beaucoup de communication dans ce que fait actuellement Gérald Darmanin. Oui, moi je pense que c'est effectivement un coup de communication, un coup de com' comme on appelle ça dans le jargon. Je pense que concrètement dans les faits ça va être extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On l'a vu là avec la toute première démolition de taille qui concernait des habitations où des personnes vivaient encore, qui a été donc annulée par la justice lundi soir. On voit que le premier bateau qui devait donc renvoyer des personnes vers les Comores a été bloqué en mer et a dû rebrousser chemin. Tout ça, finalement, c'est pas anodin. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, des personnes de ces collectifs, des citoyens de Mayotte se sont rassemblés en soutien de l'opération Wambouchou, parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu lent au démarrage, si je puis dire, et que c'est pas si simple à mettre en œuvre. Damien Richaud, il y a quelques jours, Nejma parlait du climat extrêmement tendu. On a entendu des déclarations du vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salim Déré, qui a tenu des propos extrêmement violents contre les migrants, contre les jeunes. On ne savait pas très bien. Enfin voilà, c'est des propos donc appelant à les tuer, tout simplement. Est-ce que ça c'est représentatif du discours politique à Mayotte? Comment il faut l'interpréter? Est-ce que c'est en résonance avec ce que se pense une partie de la population? À Mayotte, en fait, il y a une polarisation extrêmement forte sur le sujet migratoire, c'est évident. Le sujet migratoire, qui n'est pas que le sujet migratoire, qui est le sujet de la présence de populations anjouanaises et grand-comoriennes sur le territoire, est-ce que cela implique? Ça fonctionne comme un filtre interprétatif permanent. Tout passe à travers ça, en termes de mode de pensée. Donc effectivement, quand on écoute les conversations, parfois, on peut entendre des choses comme ça. Après, non, on ne peut pas dire que c'est représentatif du mode de pensée de l'ensemble des élus de Mayotte, heureusement. Mais je pense que il est intéressant de se poser la question, quelle est la nature du climat encore aujourd'hui à Mayotte qui autorise un élu à prendre la parole avec ce type de champ lexical? C'est quoi? C'est de l'impunité? C'est le sentiment? Non, je pense que le rapport à la violence est une norme aussi sociale comme n'importe laquelle. Cette norme, en France métropolitaine, on l'a pas. La norme, le rapport à la violence normée à Mayotte est différent. Nejma, en prévision de cette opération, tu fais beaucoup de reportages qu'on peut voir sur Mediapart et tu as montré que le dispositif policier, il se muscle. Et un des exemples, c'est que tu as visité hier en compagnie du député écolo européen Damien Carême, qui est venu exercer son droit parlementaire de contrôler les centres de rétention, un local de rétention administrative qui vient d'ouvrir à Mtapérezé, près de Mamoudzou. On ouvre des LRA et on referme des LRA aussi vite, en 48 heures. Et il y a une autre difficulté sur cette île, c'est qu'en fait les renvois des personnes durent, enfin en moyenne, le séjour c'est 1,2 jours en CRA ou en LRA. Ce qui ne laisse pas le temps aux personnes de faire valoir leurs droits, en fait, de réexaminer leur situation. Ce centre, il a été ouvert spécialement pour les besoins de l'opération Wambouchou. Ils sont enfermés des hommes majeurs à qui est automatiquement délivrée une obligation de quitter le territoire français. Parmi eux, il y a El Ayoun Ben Mohamed. Il est né à Mayotte et il s'est fait interpeller le matin même alors qu'il travaillait dans une boutique près de chez lui, dans le quartier de Doujani 2. Et tu as pu, Nejma, discuter avec sa sœur qui l'attendait devant le lieu de rétention. On va écouter son témoignage. Vraiment comme des étrangers, tous, on nous met tous dans des paniers, dans le même panier. Il faut mettre la part des choses. Il y a les clandestins ici à Mayotte, il y a les gens qui sont irréguliers ici à Mayotte, il y a les délinquants ici à Mayotte. Et la police, eux, ils font rien. C'est eux qui nous donnent cette rage, c'est eux qui donnent la force aux petits de leur donner, de leur caillasser leur voiture ou de les blesser. Parce que si eux, ils venaient parler avec les jeunes, il n'y aurait pas ça. Mais ils ne viennent pas parler avec nous. Ils parlent avec nous comme on est des chiens. À un moment donné, ça va aller loin. Ça va aller loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui nous écoute. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, personne ne nous écoute. À part les élus, quand ils veulent que nous, on les vote, là, ils savent où toquer. Mais quand il n'y a plus d'élections, on ne les voit plus. Nejma, ce centre à Mtapéré, est-ce que c'est l'illustration finalement d'une application différente du droit pour les étrangers entre Mayotte et ce qui peut se passer dans la métropole?
Alors, je dirais peut-être pas ça, parce qu'en métropole, on a aussi des CRA et des LRA, on a des centres de rétention administrative dans lesquels on enferme chaque jour des personnes en situation irrégulière en vue de leur expulsion. Ce qui est certain, c'est que l'ouverture de ce LRA, donc ce local de rétention administrative, dans le cadre de l'opération Wambushu, dans lequel finalement il n'y avait que entre guillemets, que 3 personnes enfermées hier, le local a ouvert lundi, pour vous donner un peu le contexte et les dates, on se rend bien compte que finalement, c'est compliqué. Avec seulement 3 personnes enfermées retenues, on se rend bien compte que finalement, ils n'arrivent pas à interpeller autant qu'ils le voudraient de personnes en situation irrégulière, pour lesquelles en plus on fait le lien direct avec la délinquance, puisque on a visité le LRA hier avec Damien Carême en compagnie du sous-préfet Frédéric Sautron, qui a beaucoup insisté sur la lutte contre la délinquance, sur la lutte contre les gangs, contre les réseaux, tout en tenant un discours paradoxal, assez contradictoire. Lorsqu'on lui pose la question franchement, est-ce que vous faites le lien entre immigration et délinquance? Il nous dit non, il nous dit la délinquance n'a pas de nationalité. Et pourtant, c'est dans le contexte de cette visite du LRA qu'il insiste sur la lutte contre la délinquance, l'arrestation de ces membres de gangs et de réseaux. Donc on voit bien que là, finalement, peut-être le contexte avec les Comores qui a fermé ses ports n'a pas permis aux forces de l'ordre d'interpeller autant de personnes. Peut-être que les forces de l'ordre ont aussi reçu pour consigne de ne pas interpeller trop de monde, puisque en face aux Comores, les ports étaient fermés. Peut-être qu'aussi, ils n'ont pas réussi à trouver toutes les personnes en situation irrégulière qu'ils auraient voulu trouver pour les interpeller, parce que beaucoup se sont cachés. Dans ce contexte de peur, de terreur qu'on a décrit tout à l'heure avec les témoignages notamment de Yusha par exemple. Voilà, donc on se rend bien compte que finalement c'est compliqué. Ce LRA, il va rester ouvert pour une durée de 8 semaines, donc jusqu'au 23 juin prochain, pour ensuite fermer. Je crois qu'il y a d'autres projets d'ouverture de LRA en cours, et on voit bien qu'effectivement, pour Mayotte, pour ce territoire un peu d'exception, on sort les gros moyens, on sort les gros artifices. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en métropole. Damien Riccio, Mayotte, c'est une zone d'exception en termes de droit, comme disait Nejma? Oui, en termes de droit et en termes de pratiques aussi policières. Par exemple, le CRA de Mayotte, alors indépendamment de la mise en place de ce nouveau dispositif, il y a des délais de traitement qui sont extrêmement rapides. Alors, le temps moyen, en fait, entre l'arrestation, le passage au CRA et le départ sur l'île d'Anjouan par bateau, c'est en moyenne 72 heures. Il y a pas, ça, c'est assez exceptionnel en France. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a des pratiques, en termes de pratiques policières, des choses qui se font, qui sont assez aberrantes. Par exemple, il arrive que des enfants mineurs soient rattachés à un homme ou une femme majeure pour pouvoir être déportés à Anjouan ou à Grande Comore. Alors que, donc là, l'administration est capable de fabriquer des liens de filiation entre un enfant mineur et un homme ou une femme qu'il ne connaît pas forcément pour pouvoir justifier sa déportation. Ça, c'est des pratiques qui existent. C'est des pratiques qui ont été documentées. Et on a vu des tirs à balles réelles des CRS ces derniers jours vers le sol et pour faire fuir, selon des témoins, mais des tirs à balles réelles dans ce contexte-là. Un dernier mot quand même pour vous deux, peut-être. Damien Riccio, pour vous, c'est quoi les vrais enjeux pour Mayotte? Sans dire que la question on l'a dit, la question des migrations, elle clive la société, donc c'est un enjeu dans la société, mais pour vous, c'est quoi les enjeux dont il faudrait parler aussi? Dans un premier temps, je pense qu'il y a une reprise de ce que j'essayais d'esquisser tout à l'heure, à savoir l'échelle à partir duquel on regarde la question ou le problème. Si on continue à regarder la question à partir de Mayotte, si c'est ça l'échelle à partir de laquelle on regarde, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut braquer la focale sur l'ensemble de l'archipel des Comores, il faut poser la question de la coopération régionale, qui est un vieux serpent de mer à Mayotte, mais voilà. Et le fait que vous disiez tout à l'heure que les personnes qui sont envoyées par l'État français pour revenir en Anjouan sont bloquées par les autorités comoriennes, ça dit assez bien, je trouve, le fait que ces populations en situation irrégulière, migrantes, sont véritablement l'objet, sont un jouet finalement du litige diplomatique entre la France et les Comores. Nejma, un tout petit mot pour conclure. Est-ce que pour toi, les enjeux, toi qui es à Mayotte en ce moment, c'est quoi les urgences, c'est quoi les enjeux à Mayotte?
Alors c'est une très bonne question en effet, parce que je crois qu'il y a énormément d'urgences à traiter ici à Mayotte. Effectivement, le département le plus pauvre de France, on l'a documenté nous à Mediapart avec Fabrice Arfi dans un rapport qui a été caché par le gouvernement, une enquête qui a été menée par 6 ministères tout de même et qui venait pointer des dysfonctionnements, des manques gravissimes pour un territoire de la République comme celui-ci, avec énormément de pauvreté, avec une question liée au mal logement qui est cruciale aujourd'hui. C'est aussi ça qui crée des tensions entre les populations qu'on retrouve ici à Mayotte. Évidemment, l'accès à la santé, aux soins, l'accès à l'éducation, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à avoir accès à l'éducation parce que certains maires, par exemple, refusent leur inscription, n'arrivent pas à avoir des repas corrects ou des repas tout court à l'école, dans les écoles de la République française. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà, il y a des enjeux absolument cruciaux, la question environnementale également, la question de l'accès à l'eau. Là, je vous parle, il y a des coupures dans le quartier où je suis 2 fois par semaine, de 17h à 7h du matin, et c'est absolument pas exceptionnel, c'est le cas dans beaucoup d'autres quartiers mahorais. Je pense qu'en continuant à maintenir la focale sur l'immigration et sur la délinquance pour lesquelles on fait le lien direct alors que visiblement ce n'est pas le cas. En réalité, on cherche à cacher toutes les autres problématiques qu'on retrouve ici à Mayotte. Et tant qu'on n'arrivera pas à prendre ces sujets à bras-le-corps, on continuera de laisser ces tensions prospérer entre les populations. C'est à se demander si ça n'est pas finalement volontaire de la part de l'État. Finalement, il laisse les gens se diviser au lieu de régler les problématiques, les urgences du moment. Merci beaucoup Nejma, on lira tes articles sur Mediapart et aussi les reportages vidéo que tu fais. Merci à vous Damien Riccio, merci beaucoup de nous suivre. Cette émission, elle est en accès libre, vous le savez, elle n'est possible que grâce à vos abonnements, donc abonnez-vous si vous le pouvez. Bonne soirée, à très vite.